Salut à tous, je m'appelle Lisa, je suis russe et j'apprends le français et c'est mon chat. Salut à tous, je m'appelle Lisa, je suis russe et j'apprends le français. Et j'avoue, quand j'étais à l'école, je détestais la littérature. Je sais que la littérature russe est connue dans le monde entier. Mais vous savez, moi, quand j'étais à l'école, on me forçait à le faire, donc je lisais presque pas. Et bien que maintenant je sache pas mal le contenu de toutes ces œuvres, je ne les ai pas lues, on va dire, entièrement, mais quand même, j'ai décidé que ça serait assez intéressant de vérifier mes connaissances en ce domaine. Et aujourd'hui, on va passer ensemble un test que j'ai trouvé sur Internet. C'est un test en français sur la littérature russe. Et on va voir si je connais bien la littérature russe. Maintenant, je suis en train de relire toutes ces œuvres, tous ces romans russes, mais quand même, je pense que ça peut être assez intéressant et peut-être assez difficile, surtout que je vais le faire en français. Peut-être certains noms, prénoms seront pas vraiment clairs pour moi parce que bien sûr, bien évidemment, quand j'apprenais à l'école la littérature russe, c'était en russe. Donc maintenant, on va le faire ensemble. Il faut faire un petit entraînement parce que c'est assez sérieux. Je vous demande pardon d'avance pour mon ignorance si jamais je ne réponds pas les questions parce que je suis pas du tout expert dans ce domaine. Donc on va le faire ensemble. Vous aussi, vous pouvez tester vos connaissances. J'ai trouvé un quiz, un test sur Internet. C'est quiz la littérature russe. Ici, c'est marqué que c'est un niveau difficile. C'est le niveau difficile déjà. Et il y a 30 questions. La première question, retrouvez les 3 romans de Fyodor Dostoïevski. Ok. Les âmes mortes, non. L'idiot, oui. Aussi Crime et Châtiment, bien sûr. Mais le banni et possédé, j'avoue, j'ai du mal à traduire en russe. Les possédés. Ah, voilà, ok, oui, bien sûr. Ça, c'est Dostoïevski. En russe, c'est BSC. BSC, c'est Dostoïevski. Dans ce cas, c'est les possédés, l'idiot et Crime et Châtiment. Ok, bonne réponse. Dans quel livre Dostoïevski raconte-t-il sous forme romancée son expérience du bagne sibérien? À vrai dire, je sais pas, peut-être Les Nuits Blanches? Non. Souvenir de la Maison des Morts. Normalement, on apprend que des œuvres les plus grandes, on va dire, par exemple Crime et Châtiment, bien sûr, l'idiot, les possédés parfois, pas dans toutes les écoles, mais quand même. Qui a écrit le roman historique? Le docteur Zhivago. Ça c'est assez facile. C'est Boris Pasternak. Yeah! Trop bien! Ok. Ça j'aime bien tout ça. Qui a écrit les Nouvelles de Saint-Pétersbourg? À vrai dire, je sais pas, mais vu que sur le portrait c'est Gogol, je pense que c'est lui. On va vérifier. Oui, trop bien. Retrouver les 3 récits qui font partie des Nouvelles de Saint-Pétersbourg. Ça pose déjà un problème. Hein. Mais vu que Taras Bulba c'est non, le nez oui, le manteau oui, et peut-être la perspective Nevsky, parce que Nevsky c'est à Saint-Pétersbourg, et le nez et le manteau c'est 100% Gogol. Yeah! Quel écrivain romantique est tué par l'amant de sa femme dans un duel au pistolet? C'est bien sûr Alexandre Pouchkine. Si je ne me trompe pas, c'était à l'âge de 30 ans à peu près, 31, 32 ans, 33 ans peut-être. Ah oui, c'était 37 ans, voilà. Quelles œuvres ont rendu Anton Tchekhov célèbre? Les romans, les poèmes, les pièces de théâtre. Oui, c'est les pièces de théâtre. Oui, je crois que sa pièce la plus marquée ou la plus connue, c'est peut-être le cerisier, le jardin des cerisiers, si on peut traduire comme ça. Je sais pas comment on l'appelle en français. On va regarder. Vishnyovy Sad Tchekhov.
Oui, la cerisée. Ok, la cerisée. La question numéro 8. Retrouver les 3 œuvres d'Anton Tchekhov. Ok, la cerisée, oui. Eh ben, je sais pas. La mouette, oui, la mouette, c'est sûr. Et après, peut-être, oui, l'oncle ou oncle Vaya, je crois. Peut-être ça sera plus intéressant de tester mes connaissances en littérature française parce que la littérature française, c'est ça que je connais vraiment pas. Je connais des moments, on va dire, généraux, plus génériques, mais pas plus. Donc peut-être on va faire la deuxième partie. Parmi ces œuvres, lesquelles ont pour sujet un meurtre? La sonate de Kreutzer, l'abandonner, les frères Karamazov. Je suppose que peut-être toutes les œuvres, mais à vrai dire, je les ai pas lues. Ok, mauvaise réponse. Les frères Karamazov et la sonate Kreutzer. Et comment c'est en russe? Ah, Kreutzer sonate. Ça change rien. Quel est le prénom de Tolstoï? Bah, il y en a 2. Il y a Alexei Tolstoï et Lev Tolstoï. Je pense que c'est une question, on va dire, c'est une piège. Parce que il y en a 2, il y en avait 2 de Tolstoï, Alexei et Lev. C'est quoi ça? Pourquoi? Non? Je suis pas d'accord. Alexei Tolstoï. Oui, ça existe. Il existait. Je vous jure, il existait. Alexei Tolstoï. Léo Tolstoï aussi, bien sûr. C'est lui qui a écrit le roman La guerre et la paix, mais... ok. Peut-être c'est à cause du fait qu'ici, il y a le portrait de Lev Tolstoï. Qui a écrit Anna Karenina? Ok, c'est Tolstoï. Non, c'est pas Dostoïevski, c'est Tolstoï. Ah oui. Comment finit l'héroïne de ce roman? Elle se suicide après avoir été délaissée par son amant. Oui, bien sûr. Oui, c'est elle. Elle on va dire, se jette sous le train. D'ailleurs, il y a 2 ans, je crois, je suis allée à la comédie musicale, voilà, au théâtre à Moscou, et c'était Anna Karenina, voilà, c'était génial. J'ai beaucoup aimé les costumes, j'ai beaucoup aimé les décorations, et voilà, surtout ce train à la fin de cette pièce, c'était parfait, voilà. Quel écrivain au pseudonyme bien français d'un russe tsariste émigré après la révolution de 1918? Je sais pas, Henri Troyat, Hervé Bazin, Henri de Monterland. Je peux juste deviner ici, je sais pas. Henri Troyat. Ah, j'ai gagné. Ok, bonne réponse. Mais j'avoue que c'était juste... Attendez. C'était juste au hasard. Je savais pas. Henri Troyat, ok. À retrouver les 2 œuvres écrites par cet auteur, celui de la question numéro 13, Henri Troyat. Bah, je sais pas, la neige en deuil, les semailles et les moissons, le nœud de vipère, le soulier de satin. On va ok, je dois choisir 2. Peut-être semailles et les moissons et aussi le nœud de vipère. C'est la neige en deuil et la semaille et les moissons. Comment ça se traduit en russe? Посев и сбор урожая. Pour obtenir une combinaison secrète qui le ferait gagner aux cartes, Herman harcèle une mystérieuse vieille dame. Quelle est cette nouvelle?
le joueur, une histoire ordinaire, la dame de pique, peut-être le joueur. Ok, la dame de pique. Les romans de Dostoïevski sont qualifiés de métaphysiques. Pourquoi? Peut-être la religion chrétienne? Ah ok, la religion chrétienne et parce qu'il s'interroge sur le libre arbitre de l'homme. Ouais, c'est vrai, je me souviens à l'école quand on analysait le crime et le châtiment, je me souviens qu'on parlait beaucoup de la religion chrétienne, on parlait beaucoup de ces symboles dans ce roman. Par exemple, cette croix que Sonia avait dans le livre. Combien de pages compte Guerre et paix, la fresque historique de Tolstoï? Je me souviens, nous, à la maison, chez nous, on a 4 tomes. Et dans chaque tome, il y a à peu près 300 ou 400. Peut-être environ 1500 pages. Oui, c'est vrai. Quand j'étais à l'école, j'essayais de lire tout ça, surtout qu'il y a beaucoup de français dans ce livre. Donc, j'ai lu à peu près 2 tomes de livres, 2 parties, et après j'ai laissé tomber, mais voilà, c'est parce que juste j'aimais pas trop la littérature. Maintenant, je relis. Par exemple, maintenant, je viens de relire... comment ça s'appelle? Les pères et les fils. Et maintenant, je regarde absolument, d'une manière absolument différente sur cette œuvre. Maintenant, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu beaucoup de parallèles entre la réalité, la vie réelle et les personnages. Et ça m'a beaucoup plu. La question suivante. Quand est publié Guerre et paix? Si je ne me trompe pas, il a achevé son écriture de ce roman vers sa mort. Hein? Donc, je sais pas trop. Peut-être 1865. Oui, c'est une bonne réponse. Quels sont les 3 personnages que l'on retrouve dans Guerre et paix? Oh, ok. Ça c'est plus facile. On va dire Pierre Bezukhov, oui, Natacha Rostov, et oui, bien sûr, le prince André Bolonsky. Ouais. Oui, très bien. Bien joué. En russe, on dit «Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит». Si tu ne te félicites pas toi-même, personne ne te félicite. Donc, bien joué. Quel est le cadre historique de Guerre et paix? Ok, c'est les guerres napoléoniennes contre la Russie. Oui, bien sûr, c'est ça. Oui. Quels sont les prénoms des 3 frères Karamazov dans le roman de Dostoïevski? Cette œuvre, j'avoue, je la connais presque, je la connais pas du tout. Fedor, Sergei Alexei, Dmitri Fedor Sergei, Dmitri Ivan Alexei. Dmitri Fedor Sergei. Je sais pas, Ah ok, Dmitri Ivan et Alexei. Ouais, peut-être c'est pas trop logique compétent de donner à l'un des personnages son propre prénom. Oh, le maître et Marguerite. Il y a pas longtemps, on a sorti un film, une nouvelle interprétation de ce roman. Et il y a beaucoup de symboles, beaucoup de, on va dire, sens cachés dans ce film. Et c'était parfait. C'était assez, on va dire, toutes les dimensions étaient montrées d'une manière assez nouvelle, si on peut dire comme ça. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas si c'est, on va dire, disponible sur Internet, sur les plateformes globales, mais en général, c'est très bien. Le Maître et Marguerite est un roman publié, blablabla, mais qui l'a écrit? Bien sûr, c'est Bulgakov. Ouais. Hors de question. Comment est-ce que je peux valider ma réponse? Oui, bien sûr, c'est lui.
Quel est le personnage principal? C'est le diable. Oui, bien sûr, le diable. Quel écrivain russe communiste, auteur d'enfance, est tour à tour proche de Lénine et de Staline? Peut-être Gorky? Ouais, sinon on n'aurait pas autant de parcs et autant de rues au nom de Gorky, je pense. Je pense que dans chaque ville russe, il y a au moins un parc Gorky, une rue Gorky, voilà, et plein de trucs comme ça. Cet écrivain disside du RSS est condamné à 8 ans de travaux forcés au goulag. Solzhenitsyn, je pense que c'est Solzhenitsyn. Ouais. Parmi ces écrivains du 19e siècle, lequel est d'une vingtaine d'années plus âgé que les autres? Pouchkine? Oui. Parmi ces écrivains, lequel décède au 20e siècle? Pouchkine, non. Turgenev, non. Tolstoï, non. Peut-être Dostoïevski? Ah non, c'est... Ok, c'est Tolstoï. Когда умер Толстой? C'est le 20 novembre 1910. Dans ce cas, Attendez. Mais dans ce cas, il a publié son roman beaucoup plus tôt que sa mort. L'une des œuvres la plus célèbres de Pouchkine est Eugène Onégine. Comment on le prononce en français? Evgeny Onégine. Eugène Onégine. Ok. Quel est le genre de cette œuvre? Le roman réaliste, le roman en vers, bien sûr, le roman en vers. Encore une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé, on va dire, une nouvelle interprétation de cette œuvre. Ce n'était pas si impressionnant que le maître Marguerite, cette nouvelle interprétation, mais quand même c'était assez intéressant. Les nouvelles interprétations, c'est toujours intéressant. Qui sont les héros du roman de Turgenev, Père et Fils? Oh, mon roman préféré maintenant, parce que je viens de terminer la lecture. Nihiliste. Nihiliste. Ok, en russe c'est nihiliste. Ouais, ce sont des nihilistes. Oui, c'est la dernière question. Quelle russe contemporaine est l'auteur de La maison de Lia et de Sonichka? Ludmila Ulitskaya. Alors, je pense que c'est elle. On va vérifier. Oui, j'ai 73% de bonnes réponses. C'est 22 sur 30. Je pense que c'est pas mal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que c'était assez intéressant de vérifier, de tester les connaissances. Écrivez-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez testé avec moi vos connaissances. Quel est votre résultat? Combien de points sur 30? Écrivez-moi dans les commentaires si c'est intéressant pour vous encore en test comme ça, mais par exemple sur la littérature française. Ça va être encore pire. Mais je pense que quand même, c'est assez bien pour élargir ses horizons. Donc voilà, on va regarder. Écrivez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et oui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et à plus. Всем пока.